Cette émission vous est présentée par Centre SMG, le centre expert en outillage d'entretien extérieur toute saison à Québec. Cette semaine, Dans mon jardin avec Larry Hudson, Larry, tu nous emmènes dans un endroit historique qui a une connotation féminine. Oui, on va visiter les jardins de Métis, des jardins qui ont été créés par une femme. Donc, un des premiers jardins historiques du Québec. Et voilà, c'était une femme avant-garde, hein, elle était avant son temps. Puis aujourd'hui, on sait que ce jardin-là a été repris par son arrière-petit-fils. C'est ça, donc c'est un jardin historique avec quand même tout cet élément moderne, un jardin qui évolue mais qui nous rappelle des bons vieux temps. Alors, à découvrir. La première chose que vous voyez quand vous arrivez au jardin de Métis, c'est le jardin d'entrée. C'est un jardin qui est neuf, pas besoin de respecter l'histoire du lieu, c'est pour inviter les gens à aller plus loin. Composé largement d'annuels, quelques vivaces aussi, c'est pour donner un coup d'œil attrayant et surtout, si vous regardez là-bas, nous attirer vers la forêt, sur le sentier qui va vous emmener vers le jardin principal. Et on y va tout de suite. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Alexander Rieford, qui est directeur de jardin. Et il y a un lien familial, je pense aussi, hein? Oui, en effet. La maison en arrière de nous, c'est la maison de mon arrière-grand-mère, Elsie Rieford, qui l'a habitée pendant presque 50 ans et qui a donné cœur, hein, mais beaucoup de scènes à créer le jardin qu'on voit aujourd'hui et qui porte le nom en français Jardin Métis, mais à son hommage depuis quelques années, le Rieford Gardens en anglais. D'accord. Donc, c'est quoi l'histoire derrière ça? Parce qu'ici, c'est pas toujours été un jardin, n'est-ce pas? En effet, Elsie Rieford, mon arrière-grand-mère, a eu un héritage de son oncle, qui était un richissime homme d'affaires de Montréal, qui venait ici pour faire quoi? La pêche au saumon. Le royaume des rivières, en fait, la pêche, ça se fait sur la rivière Métis ici, toujours. Et Elsie était passionnée du saumon, passionnée de la pêche, et son oncle l'invitait souvent. Et c'est grâce à sa connaissance des lieux que le jardin a pris forme. Alors, ayant été arrêté pour des raisons médicales, elle a eu une appendicite, le médecin a dit « Calmez-vous, madame, trouvez un autre métier parce que la pêche au saumon debout dans une rivière avec un immense saumon de 30-40 livres, c'est pas bon pour la santé cet été. Trouvez un autre métier ou un passe-temps. » Elle s'assoit sur la galerie ici pendant quelques jours. C'est une femme avec beaucoup d'énergie et beaucoup de passion. Et elle commence à dessiner dans sa tête un jardin qui prend forme pendant les 30 ans qui suivent. Elle a vraiment un héritage assez remarquable parce qu'elle a créé, dessiné elle-même le jardin et collectionné les plantes, qui soient du Québec, du Canada anglais, des États-Unis, de la France, l'Europe, enfin bref, parce que c'est vraiment un jardin de collection. Le collectionneur a amassé beaucoup de collections, qui soient les pivoines, les gentiennes, pommiers, enfin bref. Vous aurez la chance de visiter le site avec notre technicien horticole qui connaît tous les noms et tous les plantes qui sont ici depuis pas loin de 100 ans maintenant. Oui. La question que je me pose toujours, c'était quoi à l'origine? Parce que là, on voit des jardins, on voit des arbres plantés, mais elle a trouvé quoi quand elle est arrivée ici? Enfin bref, quand on arrive à la villa ici, on suit un sentier couronné d'épinettes. L'aménagement de début, c'était très minimaliste. Des épinettes, des pousses à la galerie,
Ici, devant la villa, la forme dans laquelle nous sommes, c'est un headset, qui est un espèce de roundabout pour les carrioles de faire le tour. Mais quand vous faites la pêche, vous faites la pêche. Hein? Ça ne laisse pas beaucoup de temps au jardinage. Alors, c'était vraiment un domaine avec des champs, avec des animaux, l'équitation qui se faisait ici, mais le jardinage, zéro, là, vraiment zéro. Alors, elle a eu peut-être ça comme un avantage parce qu'elle a pu inventer un jardin quand il n'y en avait pas. Des fois, d'hériter un jardin, c'est toujours compliqué parce qu'on essaie de garder des choses. Elle avait champ libre et passionnée, éduquée, une grande voyageuse, mais elle commence à regarder les meilleurs jardins au Canada puis à l'étranger, puis elle devient inspirée pour faire son propre jardin à son image, avec ce qu'on appelle en anglais « trial and error », qui est un peu essai et erreur, c'est ses guides. Et elle a constaté que le climat ici était parfaitement adapté à la plupart des plantes exotiques parce qu'il fait frais l'automne, beaucoup de neige, frais l'été, journée aujourd'hui c'est une exception, et l'humidité constante. Alors, pas de problème de canicule, pas d'arrosage requis généralement, et un épaisseur de neige qui protège les plantes les plus fragiles. Oh, c'est magnifique. En tout cas, le travail qu'elle a fait est extraordinaire, mais le travail qu'ils font vos jardiniers aussi est extraordinaire. Puis on les remercie beaucoup d'avoir ce jardin et de l'avoir ouvert au public. Wow, c'est extraordinaire. Quel don pour le public. En effet, oui, je pense que depuis 55 ans maintenant, depuis 62, on est ouvert au public, puis 5 millions de visiteurs et plus. Je pense qu'on est un lieu d'éducation pour monsieur, madame, tout le monde de Québec qui quitte ici inspirés de faire un plate-bande, peut-être pas à la même grandeur qu'ici, mais quand même, ils sont inspirés du fait qu'on peut cultiver des plantes rares, qu'on réussir avec des plantes exotiques, qu'on peut aussi jumeler l'exotique à l'indigène et qu'on peut faire des choses qui soient dans le potager ou dans les collections qui sont une inspiration constante. Merci beaucoup. Et maintenant, on va aller à notre visite du jardin. Merci, Larry. Nous sommes ici avec Patricia Galland, qui est l'horticultrice en chef du jardin et qui est ici depuis combien d'années? Je commence ma 32e année. Ah, OK. Ça doit faire pour 32 ans que je visite le jardin. Oui. Donc, c'est à peu près égal. On se connaît depuis un bon bout de temps. Un très bon bout de temps, Donc, oui. d'avoir quel plaisir d'être ici. Et quelle joie que ça doit être de travailler dans un jardin semblable. Disons que le jardin ici, effectivement, c'est un jardin très particulier. Une fois que tu es rentré ici, on dirait que c'est comme un aimant. Ça ne veut plus te lâcher. On a de la difficulté à se détacher du jardin de Métis. Ici, nous sommes où exactement, ce jardin? OK. Actuellement, on est ce qu'on appelle le High Bank. En haut du High Bank, jardin du ruisseau, qui est un des premiers jardins, d'ailleurs, qui a été créé par Mme Rifford à l'époque. Elle n'a pas commencé avec le plus facile? Non, pas du tout. En pente, avec un ruisseau, ça devait déborder des fois? Exactement. Oh! Oui. Puis, aussi, si on pense à l'époque, là, les jardins, c'était une extension de la maison. Hein. Quand on pense au jardin, on dit toujours, bon, c'est l'extension de la maison. Mais elle a choisi de commencer son jardin vraiment loin de la villa, ce qui était quand même particulier pour l'époque. Mais sa trame de fond, en fait, son idée était d'aménager aux alentours du ruisseau tout en gardant l'aspect naturel. C'est un peu pour ça. C'est ça qui donne la particularité au jardin. Alors, c'est sûr qu'on voit la forêt tout autour, le ruisseau au fond, les plantations en pente. Elle leur appelle ça une rocaille, j'imagine. Oui, garden. rock garden. Mais Ouais. pour elle, c'était le high bank parce qu'effectivement, on est C'est plus haut. surélevé et on a une vue plongeante sur tout le jardin du ruisseau. Et une chose intéressante à savoir, la plupart des plantes qu'on voit ici étaient cultivées par Mme Rifford ou c'est des plantes similaires? Oui, c'est ça. Il était cultivé ici. Bien, elle avait la chance, en fait, d'avoir un mari qui était armateur, donc qui voyageait à travers le monde et qui pouvait lui apporter des plantes qui venaient de partout à travers le monde. Le jardin de Métis, je voudrais, était un laboratoire vivant, est un laboratoire vivant et a été un des premiers jardins le plus à l'est du Québec à expérimenter toutes sortes de végétaux qui n'avaient jamais été cultivés dans une zone aussi froide, là, mettons-le. difficile, ouais. Zone 4, 3,
dépendamment des secteurs dans le jardin, on peut... Mais finalement, on réalise qu'on va jusqu'à une zone 5. Là, je vois justement l'érable du Japon en arrière. Oui, Wow! Spécial. Écoutez, voilà, on va aller voir d'autres parties du jardin. tout à fait. Je suis en compagnie de M. Labrie et aujourd'hui, on se retrouve pour parler de tondeuses à siège. Oui, bonjour Annie. Bonjour. Oui, alors aujourd'hui, j'ai amené deux tondeuses à siège qui sont de la compagnie MTI. On a le modèle Gravelé, modèle Ariane. Les particularités de ces modèles? Ben, c'est une tondeuse que je dirais que le milieu professionnel utilise beaucoup de par la facilité de travailler avec ces appareils-là, la rapidité et la qualité de la tonte aussi. Ici, on a deux modèles qui sont quand même assez compacts, qu'on peut utiliser sur des terrains moyens. Je dirais un terrain de 25... C'est ça que j'allais vous demander. Oui, c'est Ouais. ça, des terrains d'une superficie de quoi? 25 Ben, je dirais 25 000 pieds et plus. Celle-ci a 34 pouces de largeur. Très facile à conduire avec une traction et une conduite hydraulique. Donc, je manipule l'appareil comme je veux de cette façon-là. Alors, c'est simple, c'est rapide et ça peut soulager des maux de genoux Oui, et des maux de de dos dos. pour certains propriétaires. Et la différence avec ce modèle-ci? Celui-là, ici, chez Ariane, on a le modèle avec un tablier fabriqué. Donc, c'est un tablier qui a été conçu à partir de plaques d'acier. Très robuste, très résistant, c'est pratiquement indestructible. Ici, on a un modèle avec un tablier qui est moulé, donc un modèle un peu plus petit, mais qui est quand même assez résistant aussi. Le modèle que vous avez a une garantie de 2 ans. Celui que j'ai ici, c'est une garantie de 3 ans, garantie complète. Quelle est la différence si on veut comparer versus une tondeuse traditionnelle? Bien, celui que j'ai, c'est environ 1,5 fois une tondeuse traditionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on peut aller sur des petits terrains avec ce modèle-là. Et la particularité, vraiment, c'est que c'est plus rapide, plus maniable, plus rapide que d'aller vers une tondeuse traditionnelle. C'est un outil également, M. Labrie, qui est accessible si on veut se gâter. Oui. Alors, c'est des modèles qui sont une bonne qualité de produit, on en a parlé. C'est quand même très accessible. On parle entre 3 000 et 3 500 $. Donc, pour le propriétaire qui veut se gâter, qui a une superficie de terrain assez intéressante, c'est un bon produit. Alors, nous, on se retrouve un petit peu plus tard. On va parler de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur puis qui est l'essence même de votre entreprise, qui est la scierie. Oui, alors j'ai très hâte. On se voit tout à l'heure. À plus tard. Cette chronique vous a été présentée par le Centre SMG et Scierie Mobile Gilbert. Vraiment, il y a beaucoup de fleurs ici. C'est vraiment superbe. Ça, c'est un jardin que je dirais qu'il y a un moment d'apogée à la fin du printemps, début d'été, là, parce qu'on est dans le jardin des pavots bleus, en fait, qui sont sur le point de commencer à fleurir. Il y en a quelques-uns, d'ailleurs. La période, là, c'est pas mal fin juin jusqu'à la fin juillet, parce que la période s'étale parce qu'on a des grandes plates-bandes, là. Donc, c'est ça. Actuellement, là, on est sur le point des voir en fleurs. Ben, je vais devoir me confesser devant tout le monde que je suis pourri avec les pavots bleus. J'ai réussi, mais à peine. Et j'ai décidé qu'à l'avenir, si je veux voir des pavots bleus, je viens à Métis. C'est un excellent choix, je dirais. Bon, ici aussi, comme j'expliquais tout à l'heure de Mme Rayford qui a fait des essais, ici, le jardin est le jardin le plus chaud parce qu'on est dans un genre de cuvette et où on est très protégé des vents du fleuve. Donc, les azalées, les rhododendrons ont été installés dans ce jardin-là parce que c'est des plantes qui sont plus fragiles. Et bon, je crois que Mme Rayford avait vraiment choisi son endroit parce qu'on le voit, c'est vraiment magnifique de voir ces plantes-là en pleine floraison actuellement. Et pensez qu'il y a à peu près 40 ans, quand je suis arrivé au Québec, tout le monde disait « Oh, ça se peut pas cultiver des azalées ou des rhododendrons au Québec. » C'est ça. Et il y avait Métis avec des
dizaines. Exactement. Donc, c'est vraiment... on voit que le jardin ici a vraiment été un pionnier dans beaucoup d'essais d'espèces. Et l'est encore grâce à vous. Ici, nous sommes dans la réserve des pavots bleus. Oui. C'est la fleur emblème du jardin, quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup ailleurs. Expliquez-nous un petit peu là-dessus. En fait, le pavot bleu est originaire de l'Himalaya, plus précisément du Tibet. Donc, si on pense à l'endroit d'où il vient, on peut s'imaginer qu'il y a besoin de conditions de culture particulières. Donc, pourquoi il pousse ici et non plus difficilement ailleurs? C'est qu'ici, il y a les conditions qui lui conviennent, c'est-à-dire de l'air frais durant l'été, durant l'hiver, un bon couvert de neige et une pluviométrie de l'eau plus régulière. Donc, tout ça font que le pavot bleu là, adore pousser ici. Et pas chez moi. Et peut-être pas chez vous. Souvent, dans la région où c'est vraiment plus chaud l'été, c'est plus difficile. La différence ici, c'est que les nuits sont souvent fraîches, tandis qu'à Montréal ou dans les régions environnantes, les nuits restent chaudes, donc le pavot a plus de difficultés à ce moment-là. Nous sommes ici dans le potager, qui est le jardin le plus récent, n'est-ce pas? Oui, c'est la dernière addition au jardin, en fait, là, comme jardin. Ici, le but d'avoir créé ce jardin-là, c'était de pouvoir fournir la cuisine avec des fleurs et plantes comestibles. Donc, on se spécialise surtout dans les fleurs et plantes aromatiques. Donc, quand on vient à Métis, il faut manger absolument sur place et on va manger les fleurs de la place. Ah, c'est sûr qu'on vous fait manger des fleurs. Parfait. Monsieur Labrie, on se retrouve devant un appareil qui a fait de votre fierté, oui. Qui a fait aussi, qui est vraiment au cœur de votre entreprise, qui est une entreprise familiale également. Alors, parlez-nous un petit peu de cette fierté. Oui, alors, Série Mobile Gilbert, on existe depuis 23 ans, entreprise familiale qui a démarré avec ma belle famille, mon beau-père et mes beaux-frères. Aujourd'hui, on parle d'une entreprise, moi j'ai racheté les parts de tous ces gens-là et je suis avec mon fils présentement. Donc, on se dirige vers une troisième génération avec Série Mobile Gilbert. Vous devez être fiers parce qu'en plus, vous exportez partout à travers le monde. On est très fiers de ce produit-là. C'est un produit qui a été développé vraiment à Québec, ici, pour les gens de Québec, de la province et sur le marché canadien. Et oui, de plus en plus, on s'en va vers le marché international. On est présent en Europe. En Afrique. En Afrique, aux Philippines, en Australie, l'Amérique centrale et tout ça. Donc, oui, on exporte quand même plusieurs modèles par année. Puis j'imagine que vous répondez à des normes assez strictes pour pouvoir entrer dans ces pays-là. Effectivement. Pour être capable d'entrer dans des pays comme en Europe, dans tout le système européen, il faut répondre aux normes qu'on appelle la conformité européenne. Des normes de sécurité très strictes. Oui. Et on a présenté notre appareil et on a passé haut la main toutes les exigences de ces normes-là. Qu'est-ce qui vous différencie, justement? Qu'est-ce qui vous démarque? Modèle très robuste, modèle simple à utiliser. C'est toute une mécanique qui est simple. On n'a pas d'hydraulique compliquée, on n'a pas d'électronique non plus. Donc, c'est un modèle que monsieur tout le monde peut utiliser très facilement. Et entre autres, vous me parliez tout à l'heure de la façon dont la scie va circuler comparativement au modèle qui se faisait auparavant. Bien, je dirais qu'en développant ce modèle-là, on a inversé un peu le processus du sciage de bois qu'on avait auparavant où la tête de la scie était fixe et c'était le bio qui se déplaçait à l'horizontale vers la lame de la scie. Alors nous, on a renversé ce système-là. Donc le bio est à l'horizontale sur la base verte, il est fixe. Et c'est la partie jaune, la lame, qui se déplace sur le bio pour faire la coupe. Donc beaucoup plus facile, ça demande beaucoup moins d'énergie et d'effort pour faire la coupe du bois.
Et tout ce design-là est fait ici, à Québec, dans votre entreprise, bien sûr. Oui. C'est fait par une femme, c'est fait par Lisa, qu'on a eu l'occasion de rencontrer. Oui, bien, Lisa participe au développement de l'entreprise. Oui, c'est elle qui fait les dessins techniques dessins. là, de tous ces produits-là. Ici, on a un modèle, mais en réalité, on a 7 modèles différents. On a plusieurs accessoires aussi là, qui peuvent s'ajouter à tous nos appareils. Jusqu'à quel... Ici, on va couper jusqu'à 17 pieds de long. Lorsqu'on met une rallonge, on va se rendre jusqu'à 24 pieds et c'est sans fin. On peut rajouter 2 parties vertes. Donc là, on va couper 38 pieds de long. C'est quand même populaire chez les gens qui font les maisons en bois rond. Donc, eux vont travailler avec 2 sections. Ils vont scier jusqu'à 38 pieds de long. Et j'imagine que ça coupe tous les types de bois. Oui, bois, que ce soit un bois dur, un bois mou, ça coupe tous les types de bois. Quand on s'adresse au marché à l'étranger, exemple au Costa Rica, ils vont scier du teck. Alors, oui, c'est une série qui est capable de le faire là, facilement. Et derrière tout ça aussi, une équipe de laquelle vous êtes très, très fiers. Oui. Alors, chez nous, l'équipe qui travaille au développement et construction d'entreprise, c'est une douzaine de personnes. La moyenne d'ancienneté de ces gens-là, c'est environ 15 ans. Donc, c'est des gens qui sont vraiment compétents, qui ont à cœur l'entreprise, qui ont à cœur le produit aussi, ça se voit. Toute la finition qu'on voit ici, la qualité de l'appareil, c'est vraiment dû à l'équipe et j'en suis très fier. Également, on le ressent, hein? On sent que c'est une entreprise pour laquelle les gens ils ont vraiment de la passion et du cœur. Oui. Quand on se déplace dans votre magasin, on le ressent fortement. Oui, c'est ce qu'on essaie de transmettre à nos clients. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On veut transmettre notre passion à tout le monde. Merci beaucoup, M. Labrie. Merci, Yannick. Cette chronique vous a été présentée par le Centre SMG et Scierie Mobile Gilbert. Nous sommes ici dans le jardin des Gentianes avec en arrière-scène le jardin des Pommetiers. Mais il y avait une raison spéciale pour les Gentianes. C'est quoi l'histoire derrière ça? Madame Murrayford adorait les fleurs bleues et on sait que dans le monde des plantes, le vrai bleu, hormis le pavot bleu, est rare. Donc la gentiane est une des plantes qui a une floraison avec des fleurs de vraiment bleu. Quand on dit bleu gentiane, c'est vraiment Un beau. bleu intense. Oui, c'est vraiment beau. Ouais. Ce qui est le fun avec les gentianes, c'est que les différentes sortes qui fleurissent à différentes saisons, c'est que Oui. on peut avoir presque toujours un gentiane en fleurs, mais certaines sont compliquées un peu. Oui, c'est ça. Disons qu'ils ont chacun leur petite préférence, mais on arrive à avoir une floraison des fins juin jusqu'à l'automne. La dernière qui fleurit va être la gentiane à feuilles d'asclépiade, qui est beaucoup plus haute et qui se comporte un peu différemment des autres aussi. Ouais, plus facile aussi. Beaucoup plus facile, effectivement. Il y a aussi un jardin de lupins. Pour le voir, il faut venir tôt dans la saison. À l'ouverture, au mois de juin, début de juillet, mais il y a littéralement des milliers de fleurs. Les lupins sont des vivaces qui se ressemblent. Fait qu'ici, ils les laissent se ressemer et pousser tout seuls. Pas d'entretien ici. Mais dans les climats plus chauds, le lupin a plus de difficultés. C'est vraiment vivace, ces climats frais. Je pense que de tous les jardins ici, c'est le lait royal que j'aime le plus. Ça me fascine, c'est toujours beau, toute la saison. Et des fois, on voit des petits-enfants qui arrivent avec leurs parents, ils sautent, ils crient, ils arrivent là, puis tout le monde est bouche bée. Saisissant. C'est quoi l'histoire derrière ce jardin? En fait, ce jardin-là, c'est le seul jardin, soi-disant, formel de tout le domaine. Donc, un jardin formel, c'est vraiment mieux structuré. C'est un jardin de style mixed border à l'anglaise. Donc, un jardin qui a comme principe d'avoir des floraisons tout l'été. Donc, on dit au printemps, on va avoir les bordures qui vont être en fleurs. Ensuite de ça, c'est les lilas, les pivoines, les delphiniums à la suite, et rosiers et phlox paniculés à l'automne. Et à travers tout ça sont ajoutés des annuels
avec une harmonie de couleurs qui est vraiment travaillée là, pour pouvoir agencer tout ça. Écoutez, si vous voulez voir un beau jardin, venez à Métis et ne manquez pas l'allée royale. Larry, quelle belle visite tu nous as fait faire. Et c'est pas le seul beau jardin au Québec. Hein? Il y en a plein. On en a assez pour toutes les fins de semaine et plus encore. Donc, ne manquez pas les visites de jardin, hein? Important. Surtout que c'est un endroit où on peut se détendre, profiter de la vie, des belles couleurs, des odeurs, des parfums. C'est absolument féerique. Oui. Merci, Larry.